moi, je ne suis pas étonné. Et encore une fois, voilà ce que récolte Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, à force de braquer, de provoquer le Mali, à force de pratiquer une politique hostile au Mali, à défaut de vouloir faire une politique de réconciliation avec le Mali, à défaut de dialoguer et de respecter les autorités maliennes et les dirigeants maliens, à force de s'acoquiner avec les mouvements radicaux maliens, avec les opposants maliens, à force de snober, de narguer les gouvernements de transition maliens, et ben voilà ce qui s'est passé. Le Mali a décidé tout simplement de tourner le dos à l'Algérie et de s'intéresser, de rallier le Maroc, de rallier le camp du Maroc. Le Maroc, il a fait une stratégie qui était diaboliquement efficace, encore une fois. Il profite des errances du régime Tebboune, il profite de ses contre-performances, il profite des relations conflictuelles qu'il a tissées avec le Mali. Il a décidé donc, voilà, les Maliens ont bien vu que vous connaissez le vieux adage, euh, c'est une sagesse antique. Le mot de l'ennemi de mon ennemi est mon ami. En fait, les dirigeants maliens ont appliqué ce principe. On a un problème avec le régime Tebboune. L'ennemi du régime Tebboune, c'est le Maroc. Le Maroc nous a tendu la main. Le Maroc a accepté, nous respecte plus que le régime Tebboune. Le Maroc ne s'ingère pas dans nos affaires internes. Donc, le Mali, pour narguer le régime Tebboune, s'est allié avec le Maroc. C'est très simple. Il y a pas d'analyse, جماعة الخير, à comprendre. Il y a pas vraiment, le sujet n'est pas aussi compliqué qu'on le pense, mais vraiment n'est pas du tout aussi compliqué qu'on le pense. Je vous assure, hein. C'est-à-dire que les Maliens ont fait un choix. Ce choix, il dépend autrement, il a été déterminé, il a été évalué en fonction des mauvaises relations avec le régime Tebboune. Si les relations n'étaient pas catastrophiques et chaotiques, le Mali n'aurait pas sauté ce pas. Il serait resté fidèle à sa ligne de conduite. Le Mali, historiquement, a été même proche du Polisario, a même été l'un des grands soutiens du Front Polisario sur le plan diplomatique. Il a été même un partisan déclaré de la cause du Sahara occidental. Mais la politique hostile d'Abdelmajid Tebboune à l'égard, à l'encontre du Mali, et l'absence de toute perspective de réconciliation. On s'est réconcilié avec le Niger parce que le Niger il a des intérêts économiques avec l'Algérie, parce qu'il y a le gazoduc transsaharien et surtout les investissements de Sonatrach dans un puits de pétrole important. Donc les Nigériens ont compris qu'il y avait des intérêts financiers derrière. Et puis, c'est pas le même problème. Entre le Niger et l'Algérie, il n'y a pas une divergence majeure, il n'y a pas de crise réelle, il y a pas les mêmes sujets de tension. L'Algérie n'a pas une proximité avec des mouvements séparatistes, radicaux, qui veulent en finir avec l'État central du Niger. L'Algérie n'est pas intermédiaire ou n'a pas joué le rôle de médiateur dans un accord de paix entre le Niger, le gouvernement central, et des factions armées du nord du pays, par exemple. Je rappelle que le problème du Mali est un problème grave, c'est qu'il y a des mouvements qui ont voulu donc qui ont revendiqué l'indépendance, le mouvement séparatiste de l'Azawad. Il y a déjà une crise avec les minorités touareg, et il y a des mouvements touareg qui sont clairement séparatistes. Certains de ces mouvements séparatistes ont même sont devenus complices de certains mouvements terroristes islamistes, que certains leaders politiques touareg ont intégré des mouvements terroristes islamistes, et que le gouvernement central du Mali ne veut plus dialoguer avec eux, ne veut pas négocier avec eux, et il essaie de pratiquer une politique de neutralisation. Il veut les neutraliser, il veut en finir, il veut expérimenter la solution militaire, parce qu'il ne veut pas s'asseoir autour de la même table que des mouvements lourdement armés qui ont un projet idéologique, comme le projet idéologique terroriste, islamiste, ou un projet séparatiste. Le Mali, l'armée malienne, avec l'appui de la Russie, et notamment, et les nouvelles alliances et les nouvelles bonnes relations avec la Turquie aussi, le gouvernement, les militaires maliens veulent expérimenter, veulent utiliser que la manière forte.
En réalité, les militaires maliens veulent faire ce que les militaires algériens ont fait durant la décennie noire. Il n'y a pas eu de réconciliation en Algérie ou de dialogue ou de politique de concorde civile que lorsque l'armée nationale et populaire algérienne a réussi à infliger des défaites sérieuses et sévères aux groupuscules, aux mouvements armés islamistes. La politique de la concorde civile en Algérie n'a pas commencé au début de la décennie noire, elle a commencé à la fin de la décennie noire. Pourquoi? Parce que sur le plan purement militaire, au niveau du théâtre des opérations, l'armée nationale et populaire, l'armée algérienne, grâce au soutien de la population, c'est important de le dire, grâce au soutien des forces d'autodéfense de la population algérienne, les patriotes, les fameux mouvements patriotes, les citoyens et les citoyens qui ont pris des armes et se sont mobilisés pour aller se battre euh, pour défendre leur village, défendre leur localité et résister contre les groupes armés islamistes qui massacraient la population, qui tuaient des civils, qui s'en prenaient à des installations, à des infrastructures publiques, qui brûlaient les écoles. S'il n'y avait pas la résistance citoyenne à travers les mouvements d'autodéfense, l'armée algérienne aurait eu beaucoup de mal à neutraliser les groupes armés terroristes. D'autant plus qu'il y a eu beaucoup de défections, qu'au sein même de l'armée algérienne, il y avait des tendances islamistes qui se développaient. Ça n'a pas été de tout repos pour l'armée algérienne. La politique de la conquête civile, donc elle a commencé à la fin de la décennie noire parce qu'il y a eu des victoires militaires et tactiques et il y a eu donc un contrôle du territoire national. Est-ce que l'armée algérienne aurait pu négocier avec les islamistes ou le maquis islam, avec les mouvements islamistes qui étaient au maquis au début de la décennie noire? Pas du tout. Est-ce qu'elle aurait pu négocier? C'est des régions entières étaient dominées par les groupes islamistes. Pas du tout, ça s'appelle pas des négociations. Ça s'appelle en réalité des concessions, des pourparlers pour faire des concessions. L'armée malienne, ça n'a pas repris Kidal, ça n'a pas repris des grandes régions dans le nord, ça n'a pas neutralisé pas mal de ses leaders, pas mal de ses mouvements, ça ne les a pas repoussés à la frontière algérienne. Comment voulez-vous qu'elle va négocier sur quel principe? Le rapport de force était en faveur des groupes armés au nord du Mali. Comme le rapport de force au début, il faut dire la vérité, comme le rapport de force au début était en faveur en Algérie lors de la décennie noire, le rapport de force était au début en faveur des groupes islamistes. Parce qu'il y avait l'interruption du procès électoral de 91, la fin 91, il y avait la grande persécution contre les militants islamistes. Au début, entre 91 et 95, les groupes islamistes dominaient le maquis, des régions entières étaient vidées de leur population, il y avait des cadres qui avaient démissionné de leur poste, des wilayas comme la wilaya de Blida, Ain Defla, Chlef, les maquis en Boumerdes, etc. Ouetsouf, Soukaras, Tbessa, mais surtout ce qu'on appelait le triangle de la mort. C'est-à-dire Ain Deflam, Dia, Blida, c'était des régions fortement dominées par des groupes islamistes. Moi, je suis un enfant de la Métija, un enfant de la région de Lachipel, tout près de Boufarik. C'était les groupes armés islamistes qui montaient les barrages, qui nous interdisaient d'apprendre le français dans les écoles, qui montaient la garde, qui avaient installé une sorte de police de mœurs, qui raquettaient la population locale. J'ai vécu la décennie noire. Moi, les premières troupes de l'armée nationale et populaire, je ne les premières troupes de l'armée algérienne, je ne les ai vues qu'après 95. De 92 à 95, on vivait sous la domination d'un émirat islamiste. Faut dire la vérité. C'est un émirat islamiste. Donc, au départ, la priorité de l'establishment militaire algérien, de l'establishment algérien, était de sécuriser le pays, était de repousser ces groupes armés islamistes le plus loin possible. À partir du moment où on leur a infligé des défaites, on a commencé à les diviser avec la JIA, il y avait l'AIS, l'armée islamique du salut, il y avait le groupe islamique armé, il y avait plusieurs tendances qui commençaient à se développer au sein de la mouvance islamiste. Il y a eu un travail d'infiltration, un travail de manipulation, mais c'est après 96-97 qu'il y a eu une volonté d'instaurer un dialogue et une solution politique. Parce que la solution militaire commençait à marcher, à fonctionner, elle ne pouvait pas être pérennisée, la solution militaire ne pouvait pas durer très longtemps.
Elle ne pouvait pas durer plus de 10 ans parce que l'Algérie avait besoin de retrouver de la sécurité pour renouer avec les efforts de développement, pour faire une politique de développement, la guerre aurait pu durer. C'est vrai que s'il n'y avait pas la concorde civile, pour neutraliser totalement, je dis bien pour neutraliser totalement les groupes armés islamistes, il aura fallu jusqu'à au moins 2005, 10 ans supplémentaires. C'est-à-dire que la dissidence n'aurait jamais suffi. Donc, à un moment donné, pour retrouver la sécurité, il fallait tourner la page pour remettre le pays sur les rails de développement. 10 ans de guerre civile, de destruction des infrastructures. Il fallait qu'on aille vers, ouais, il fallait qu'on aille vers la réconciliation nationale et vers la concorde civile. Mais c'était en deuxième temps. Moi, je ne comprends pas pourquoi alors les dirigeants algériens ne comprennent pas les dirigeants maliens. Alors, il y a des gens qui nous interpellent. Désolé si j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer un peu le parallèle entre le Mali. Parce que pour moi, le Mali, il vit exactement ce que l'Algérie a vécu dans la décennie noire. Sauf que je reconnais, le Mali, ça a été un problème beaucoup plus particulier, beaucoup plus Heu, beaucoup plus grave, parce qu'au Mali, il y a quand même des rébellions. Il y a des rébellions touaregs depuis, très longtemps, depuis 30 ans avant même la crise de 2011. Il y a des problématiques locales, il y a une certaine persécution contre les Touaregs. Les Touaregs ne se sont jamais reconnus dans la construction de l'État national malien. Il y a des problématiques de discrimination. Donc c'est un problème effectivement un peu plus grave que le problème de l'Algérie lors de la décennie noire. En Algérie, durant la décennie noire, c'était un problème politique avec un mouvement islamiste qui avait pris de l'ampleur et qui avait voulu renverser le régime pour instaurer une république islamiste et pour changer la nature du régime politique du pays. Le Mali, c'est un problème d'une région entière qui voulait faire cession. Donc nous sommes face à des mouvements sécessionnistes et nous sommes face à des mouvements islamistes terroristes qui ont profité de la faiblesse, de la fragilité du pays pour s'implanter sur le territoire malien. Donc le problème, il est doublement plus grave. Mais moi, je ne vois pas pourquoi Tebboune ne fait pas l'effort d'aller vers Assimi Goïta, d'aller vers le gouvernement de transition, d'aller vers, vers un effort de compréhension. C'est que ces militaires maliens, il faut les comprendre. Ils veulent sécuriser leur pays. Ils veulent le maintenir dans la paix. Ils veulent retrouver l'ordre républicain. Ils veulent instaurer le contrôle de l'État, le contrôle du territoire national, le pouvoir qu'un État doit exercer sur son territoire. Ils veulent préserver l'intégrité territoriale. Ensuite, oui, il faut négocier. Bien sûr que je pense que les militaires maliens ne sont pas cons. À ce point, ils veulent bien négocier, mais négocier avec qui? On peut pas, l'Algérie, on n'a pas négocié avec tous les terroristes. On a négocié avec une aile, qui est l'armée islamique du salut. On n'a pas négocié avec tout le monde. Les militaires maliens, je pense qu'ils seront obligés de faire de tels arbitrages. Moi, j'ai pas envie de monopoliser la parole. Euh, Est-ce que vous n'avez pas alors? Alors, sur YouTube, vous n'avez pas honte de lancer des calomnies sur Ali Aoun? Ya Jabed Rabbi, Ali Aoun, elle a été traduite devant la justice, mon cher Ryan, sur YouTube. La justice algérienne a requis une peine d'emprisonnement contre lui. La justice algérienne a confirmé nos révélations. Ali Aoun est un homme corrompu, est un dirigeant dangereux, autoritaire. D'ailleurs, il n'a jamais été un bon ministre. Il a fait profiter ses enfants de ses prérogatives de ministre. Je n'ai pas eu le moindre regret à le dénoncer. Et je le dénoncerai. L'affaire Ali Aoun avec Nuno Maneta, elle est très grave, Zaid. Elle est très grave. Non seulement, je pense c'est le contraire. Est-ce que toi, tu n'as pas honte de défendre un tel ministre corrompu qui a utilisé un ancien travailleur dans un cabaret, un agent qui était un simple agent de sécurité dans un cabaret, il a fait de lui un lobbyiste et son principe, un lobbyiste incontournable dans le monde des affaires. Il a même envoyé en Mauritanie au sein d'une délégation représentant l'État algérien pour parler en son nom. Ça, ce qui est grave.
Celui qui devrait avoir honte, c'est Ali Aoun, qui était de mèche avec Farid Zindine Benchir pour racketter une famille noble de Constantine qui avait une entreprise de produits pharmaceutiques prospère, qui a été rackettée et qui a été victime d'un véritable chantage. Et parce qu'elle a refusé de payer des pots de vin et de verser des pots de vin, on a tout simplement programmé la mise à mort de leur groupe pharmaceutique. Donc, franchement, soyons sérieux. Ali Aoun, j'ai eu beaucoup, je l'ai dénoncé avec beaucoup de plaisir. Et je le ferai jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier soupir, parce que ce monsieur, non seulement il a été un mauvais ministre, un ministre incompétent, mais il a été aussi malhonnête. Il n'a pas respecté la moindre de ses obligations envers l'Algérie, envers l'État algérien. Bon, là, on saute du coq à l'âne. Mais voilà, c'est le principe d'un live, يا جماعة الخير, c'est le principe d'un échange. Alors là, mais vous venez d'avouer que c'est de l'acharnement contre lui. En réalité, je ne me suis pas acharné contre lui, j'ai fait mon travail. J'ai pris du plaisir à dénoncer une injustice. Oui, je l'assume, mon ami. Je l'assume, mon ami. Oui. Mais l'affaire Nuno Manetta, elle est très grave. Très grave. Un gardien de cabaret, un ancien responsable d'un cabaret, un ramasseur de l'chret, un ramasseur de billets d'argent dans un cabaret qui devient le porte-parole attitré, le conseiller attitré d'un ministre, celui de l'industrie et de la production pharmaceutique, et qui était dépêché auprès des entrepreneurs et des investisseurs pour leur arracher des pots de vin, pour les contraindre à verser des pots de vin et pour leur demander des enveloppes grassement remplies en contrepartie de certains privilèges fiscaux et parafiscaux, de certains déblocages de leurs investissements. C'est normal, je prends du plaisir à défendre l'intérêt général de mon pays. Je prends du plaisir à défendre défendre le bien public, à défendre les entrepreneurs victimes des pratiques de corruption, à défendre les initiateurs, les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires qui se sont heurtés à la machine infernale de la bureaucratie, mais surtout du chantage, de la rapine et du vol et de la corruption que M. Léon avait mis en place à la tête du ministère de l'Industrie de 2022 jusqu'à 2024. C'était mon boulot, mon cher. C'est mon travail. C'est ce qu'on appelle faire du journalisme. Voilà ce qu'on appelle faire du journalisme. Mais chez raconter des histoires à dormir debout ou se contenter de dire nous avons les meilleurs ministres du monde, nous avons le meilleur président du monde, tout va bien chez nous, insulter les Marocains, insulter les Maliens, insulter les partenaires étrangers, insulter les Français, essayer de détourner l'attention de la population algérienne en parlant uniquement d'Israël et de la question palestinienne. Non, le journaliste, le vrai journaliste, fait de l'enquête et interroge les hauts responsables, les soumet à leur bilan, enquête sur leurs affaires, leur demande des comptes. C'est ça le journalisme, je vous rappelle que nous avons fait des dizaines d'émissions sur Ali Aoun avec des faits sérieux, avec des faits très sérieux encore une fois, qui ont été, au cours de l'année 2024, confirmés par la justice algérienne, puisque son fils a été emprisonné, que sa fille a été placée sous enquête, que son ami Nuno Manetta, l'affairiste et lobbyiste affairiste Nuno Manetta, il a été emprisonné. Donc voilà, c'est une réalité. Nous n'avons pas menti, nous avons fait uniquement notre travail, qui est, encore une fois, de dévoiler des vérités sur certaines pratiques de corruption, de trafic d'influence, de chantage exercé à l'égard des investisseurs nationaux et étrangers et d'enrichissement illicite. Alors, je pense que le sujet du Mali, on va en parler, on va le laisser demain, parce qu'on va consacrer tout un plateau de débat avec des invités maliens, avec des commentateurs maliens, qui nous parleront donc
de l'évolution de la position de leur pays, quel sera l'impact sur les relations algéro-maliennes. Encore une fois, le régime Tebboune a offert, mais franchement, moi c'est la connerie que je vais dénoncer demain, et je l'ai dit, ça fait depuis le début de depuis fin 2023, lorsque les tensions politiques et diplomatiques ont commencé avec le Mali, j'ai dit que ça a été une erreur désastreuse. Le régime Tebboune est en train de jeter le Mali dans les bras du Maroc. Voilà ce qu'il a fait le régime. Il a tout fait pour que les Maliens se rapprochent du Maroc, draguent le Maroc et que le Maroc profite de cette crise pour rallier le Mali à son camp. Le régime Tebboune ne peut maintenant qu'exprimer ses regrets et qui nous épargne ses larmes de crocodile. Cette situation était prévisible, à force de pratiquer une politique contre le gouvernement de transition. Les dirigeants maliens n'ont demandé que deux choses au régime Tebboune: qu'il arrête de s'ingérer dans leur politique nationale et qu'il arrête de leur imposer l'accord d'Alger de 2015 et qu'il arrête de développer une proximité vis-à-vis des mouvements séparatistes et de certains mouvements terroristes qui sèment la terreur sur le territoire malien. C'était légitime. Comment l'Algérie aurait réagi si la Tunisie ou la Mauritanie ou un autre pays voisin comme le Maroc aurait soutenu, aurait appuyé le mouvement séparatiste kabyle, le MAC, ou s'il aurait... Imaginez Farhat Mhani, ou un opposant comme Ali Belhaj va trouver refuge au Maroc. Quelle aurait été la réaction de l'Algérie? L'Algérie aurait été capable de déclarer la guerre directement contre le Maroc. On a fait exactement ça avec le Mali. On a accueilli Cheikh Mahmoud Dekou, qui est le parrain du salafisme malien et l'un des opposants religieux les plus virulents de du gouvernement de transition malienne, et on a tout simplement réalisé au fait, comment on appelle ça, et on a pratiqué une politique anti-malienne, anti-gouvernement de transition, en affirmant en assumant une proximité troublante avec des mouvements séparatistes Touareg qui n'ont pas de légitimité, qui n'ont aucune légitimité institutionnelle et et qui voulaient faire sécession et diviser le territoire malien. Ça, c'est inacceptable. Corsaire, Azawad, elle a le droit d'exister. Oui, mais pas par les armes. La Kabylie aussi a le droit d'exister, donc. Oui, mais pas par les armes. Il n'a jamais. Pourquoi la Kabylie? Alors la Kabylie aussi a le droit d'exister. Oh, on va faire la même chose. Et si demain les Touaregs algériens vont faire un pays, et pourquoi l'Azawad s'arrêterait au nord de l'Algérie? Quelle est la différence entre l'extrême sud algérien et l'extrême sud et l'extrême nord malien? Quelle est la différence? Non, Corsaire, c'est très bien de quoi je parle. Tu me dis la Kabylie existe déjà. La Kabylie est une région intégrée à l'Algérie. On soit très clair. On soit très très clair. L'Azawad veut faire sécession. Que l'Azawad existe dans le cadre d'une politique régionale de régionalisation, en tant que région qui a quelques pouvoirs autonomes, ou dans le cadre d'un Mali uni, moi je suis d'accord. Mais je veux dire, il y a déjà trop de pays en Afrique. Il y a des pays africains qui existent depuis les années 60, qui ont leur indépendance et qui n'ont jamais garanti leur sécurité nationale, qui n'ont jamais su comment se protéger contre des ingérences étrangères, qui n'ont jamais développé leur territoire économiquement. Regardez tous les pays africains qui existent depuis les années 60, qui ont sombré dans la guerre civile, dans les guerres civiles. Le Soudan du Sud, le Libéria, la Sierra Leone, le Mali, le Burkina Faso, la crise en Côte d'Ivoire. Regardez le nombre de crises que nous avons dans des pays qui existent déjà depuis les années 60 ou 70. Et on veut créer de nouveaux États qui n'ont aucun moyen de subsistance, qui seront livrés aux ingérences étrangères, qui seront transformés en pions. Moi, en pion par des puissances étrangères, pourquoi je suis contre la création d'un État au Sahara occidental? Parce que d'abord, on ne peut pas faire un pays avec 400 000, 300 000 habitants. Mais aujourd'hui, sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, un nouvel État africain, ce n'est pas viable. Ce n'est pas fiable, ce n'est pas viable.
L'Afrique, elle a besoin d'une régionalisation, de blocs régionaux. Elle a besoin de grands États avec une organisation fédérale, peut-être, oui, avec, mais de grands États sécurisés, avec un ordre républicain ou un ordre sécuritaire garanti pour amorcer un processus de développement sérieux dans la paix, la sérénité. Créer des nouveaux États en Afrique est une pure connerie. Tous les experts le disent. La réalité économique, la réalité géopolitique, la réalité diplomatique, les Africains ont besoin d'être unis dans des gros blocs régionaux, pas dans des micro-États ou des petits États qui n'existent pas, qui sont fantomatiques. La moitié des États africains aujourd'hui, je dis bien la moitié des États africains aujourd'hui, sont ou dominés par les puissances étrangères, n'ont aucune souveraineté, où ils vivent, ils dépendent uniquement de l'aide internationale, où ils sont des pays exportateurs de misère et de migrants clandestins, etc., ou ce sont des pays noyautés par les foyers qui abritent des foyers de tension dangereux. Donc arrêtons avec la Kabylie, la Zawed, le Sahara occidental. C'est de la connerie. Nous avons besoin de faire le Grand Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, les grands États du Sahel, des grands ensembles régionaux avec des pouvoirs centraux, des régions développées, des régions moyennement autonomes, mais aussi des États centraux puissants et forts. Le séparatisme forme le nid du terrorisme en Afrique. Et le séparatisme alimente la pauvreté, alimente la misère sociale, alimente la détresse économique. Voilà la réalité. C'est prouvé, c'est démontré, c'est l'actualité quotidienne le confirme. On a créé beaucoup d'États en Afrique qui n'ont ni moyens, qui n'ont aucune cohérence sur le plan identitaire ou politique, qui n'ont même pas de moyens de subsistance économique. Et ces États sont devenus des plateformes dominées ou par des puissances étrangères ou par des mouvements de criminalité ou de gangs et de narcotrafic. Allez, je vais reprendre d'autres questions. Allez. Khalil, alors sur YouTube, Khalil K02 me demande des conseils pour les jeunes étudiants algériens. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je dise aux étudiants algériens? Majoritairement, ils veulent tous partir. Et je les comprends. Et je les comprends. Alors sur TikTok, on me dit c'est ton avis, pas la réalité. SBS, que tu peux me donner des arguments? Moi, je te donne des faits, je te donne des arguments, je t'ai cité des cas très précis. Ou des pays africains ou qui sont aujourd'hui ultra dominés par et dépendants de l'aide étrangère et qui sont très affaiblis. Alors, si pour toi créer un nouvel État en Afrique est une bonne chose, j'aimerais bien, sors-moi tes arguments. أعطيني برهانك يا أخي، أعطيني برهانك. أعطيني des arguments qui arrivent à me convaincre. Moi, je suis prêt à débattre, je ne suis pas obtus. Alors, pour les jeunes étudiants, Khalil, moi, je comprends leur désir de partir et je les soutiens. Je leur dis juste, ne croyez pas que l'Europe est un paradis. Et ne croyez pas que la France est un paradis. Et je les appelle, je leur demande d'élargir leurs horizons et de voir au-delà du spectre français et d'arrêter de croire que tout s'arrête à la France. Je dis aux étudiants algériens, maîtrisez l'anglais, apprenez l'anglais. Et il y a d'autres pays très intéressants. L'Europe de l'Est, elle est très intéressante. L'Amérique du Nord, mais elle sera inaccessible avec les nouvelles lois anti-immigration et le durcissement le durcissement des conditions pour l'obtention des visas américains, c'est devenu hyper compliqué pour aller aux États-Unis d'Amérique. Mais je pense qu'il y a d'autres pays intéressants. Je crois que les étudiants algériens doivent aller se former dans les pays émergents.
aller étudier en Indonésie, en Malaisie, en Turquie, au Brésil, en Afrique du Sud. Je pense que c'est très important d'aller dans les pays émergents. Ce seront les futures puissances de demain. Il y aura la vie est beaucoup moins chère. Les visas d'installation sont beaucoup plus accessibles. La vie, c'est des pays du Sud comme nous, du Sud global. Donc, il y aura beaucoup moins de complexité culturelle ou beaucoup moins de mouvements racistes ou de mouvements xénophobes, etc. Et c'est des pays qui auront beaucoup à nous apprendre et ce sont les futures puissances de demain. Moi, je dis aux étudiants algériens, privilégiez les pays émergents. Installez-vous dans les pays émergents. Faites une expérience académique et universitaire et pourquoi pas entrepreneuriale dans les pays émergents. Visez l'Asie, l'Amérique latine. Ne tournez pas le dos à l'Afrique. Allez-y en Afrique. L'Afrique du Sud, c'est très intéressant, mais ça reste excessivement cher. Mais les pays asiatiques et les pays émergents sont à tester et sont à faire. Voilà ce que je peux leur dire. Apprenez, alors préparez-vous à l'entrepreneuriat. Ne dépendez pas uniquement de certaines destinations classiques, venir en France, étudier en France, etc. Par la suite, changer le statut, faire commerçant, faire de la livraison pour survivre, etc. Alors, je précise, en France, par contre, il y a certaines filières, les filières médicales, les filières techniques, les ingénieurats, l'intelligence artificielle, la robotique, la programmation, tout ce qui est en relation avec l'informatique, les sciences exactes, etc., les filières industrielles, il y aura toujours du travail en France. La France a besoin des jeunes Algériens, elle a besoin des talents algériens. Mais je crois que sur le plan purement de l'épanouissement humain, sur le plan salarial, etc., ça ne sera pas aussi intéressant que pour vous. La France, elle a aussi beaucoup d'impératifs. Il y a un climat malsain avec des élections présidentielles qui sont très incertaines, avec la montée en puissance de l'extrême droite. Il n'y a pas que la France dans le monde. Et bien sûr, ce que je dis aux étudiants algériens, c'est qu'il faut se battre pour changer notre pays. On ne peut pas tous partir, on ne peut pas tous quitter l'Algérie, on ne peut pas tous fuir notre pays, on ne peut pas tous s'implanter à l'étranger. Il y a aussi des possibilités concrètes et sérieuses pour pouvoir pour pouvoir changer notre pays. Il faut s'engager politiquement, mais voilà, j'aurais aimé qu'il y ait des mouvements étudiantins forts, qu'il y ait des syndicats étudiantins très forts, qu'il y ait des organisations politiques qui émanent de l'université, qui soient fortes et qui peuvent déclencher des dynamiques politiques, etc., et qui peuvent peser de tout leur poids sur le gouvernement algérien. Les étudiants peuvent être un moteur de démocratie, un moteur de développement économique, un moteur de changement politique. Mais voilà, il y a la dictature en Algérie, il y a un autoritarisme absolutiste. Ce serait égoïste de ma part, moi qui est à l'étranger, de dire aux étudiants algériens, allez-y, vous sacrifiez, vous êtes de la chair à canon, affrontez le régime, faites des manifestations, faites des rassemblements, faites de la politique, que ça peut être un conseil égoïste. Mais en réalité, c'est ce que j'espère, et c'est ce qui aurait pu se passer, c'est ce qui devrait se passer. On ne pourra jamais changer le pays si on n'a pas une jeunesse politisée, engagée et structurée. L'idéal est de changer notre pays parce que nous avons tout pour être heureux en Algérie. Si demain on a un pays qui est bien gouverné, on a un régime moyennement démocratique, en tout cas au moins un régime moyennement très respectueux des libertés publiques et individuelles, si on peut respirer dans notre pays, si on peut réhabiliter les libertés publiques et individuelles, on peut aller très très loin dans notre pays. On peut construire une Algérie vraiment développée, vraiment prospère. Il y a des marges de manœuvre immenses en Algérie. Notre pays, c'est un immense territoire, il est vierge, on peut lancer, il y a plein d'activités économiques qu'on peut lancer, il y a plein de projets qu'on peut expérimenter, nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources énergétiques. L'Algérie, en réalité, aurait pu être le paradis sur Terre. Mais bon, est-ce que je peux te conseiller aux étudiants algériens est-ce que je peux conseiller aux étudiants algériens de se sacrifier et de s'engager politiquement, de risquer les emprisonnements? On a vu des étudiants qui se sont engagés pour le Hirak, beaucoup ils ont été arrêtés, beaucoup ils ont été malmenés, beaucoup ils ont été emprisonnés, on les a tous oubliés. Je comprends leur désir de partir. Je le comprends. Je le comprends. Mais c'est très difficile.
C'est très difficile de donner des conseils aux gens comme ça. Pour celles et ceux qui veulent partir, je leur conseille de, de vraiment d'aller dans les pays émergents. Celles et ceux qui sont en train de, qui veulent rester, je leur demande de se battre, d'y croire, de se structurer, de s'organiser, de s'engager dans les associations, de créer des syndicats, de profiter de toutes les brèches que permettent les lois algériennes pour exister en tant que voix libre et indépendante, en tant que force de proposition. C'est ça l'avenir de notre pays. Et merci pour la question d'ailleurs, hein. Alors, sur YouTube, RG 8155, tu défends pas ton pays, tu critiques tous les gouvernements. T'es pas à la hauteur. C'est notifié en Algérie en traitement de la défense. Tu vas à l'extérieur et tu verses la haine. Tu vends rien. Alors, je sais pas que je n'ai rien à vendre, effectivement. Je confirme, je n'ai rien à vendre. Je ne suis pas un commerçant RG 8155. Je critique parce que le gouvernement il est critiquable. Le régime Tebboune est le pire régime de l'histoire de l'Algérie indépendante. Il est critiquable. Hier, tout à l'heure, j'ai vu, c'est l'émission que j'allais préparer demain, un coup de gueule, je partage avec vous en exclusivité. Vous imaginez aujourd'hui, dans l'Algérie, dans la nouvelle Algérie, nous sommes en 2026, et les autorités algériennes imposent un dossier. Il faut constituer un dossier pour pouvoir acheter un pneu. Il faut constituer un dossier pour acheter un pneu. Alors, pour acheter un pneu aujourd'hui en Algérie, il faut maintenant carte grise, carte d'identité nationale. Attends, je vais vous dire le dossier. On n'a pas le droit d'acheter un pneu en Algérie si on ne présente pas un certain nombre de documents. Et c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est une. سامحوني, c'est une instruction qui a été imposée à Naftal par le gouvernement algérien. C'est une instruction. On n'a pas, le citoyen algérien lambda ne peut pas acheter aujourd'hui en Algérie un pneu. Il n'a pas le droit d'acheter un pneu. Haïlik. Carte grise, carte d'identité, copie du permis, et il faut payer par CIB, on ne peut plus payer en espèces. On dirait qu'on est en train de vendre un produit dangereux. On dirait, le pneu est devenu un produit, on dirait, stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de pneus provoquée par la politique anti-importation et l'absence d'un investissement industriel dans le secteur. On a confié tout un marché à une seule entreprise privée qui est passée à Steve, le groupe Eris, et ça a créé cette anarchie, cette gabegie inédite. Aucun pays, je n'ai jamais vu un pays qui impose un dossier qui demande à ses citoyens de constituer un dossier pour acheter un pneu. Si toi, RG 8155, tu trouves que c'est honorable, que c'est digne, qu'on peut être heureux, qu'on peut dormir tranquillement la nuit, qu'on peut être fier d'être algérien, alors qu'on ne peut même pas, on n'a même pas le droit d'acheter un pneu, c'est pas apporter une arme, acheter du diamant ou de l'or ou je sais pas, un drone ou je sais pas quoi. On parle d'un pneu. C'est malheureusement, je peux pas défendre un gouvernement qui fait ça, moi. Je peux pas défendre un régime qui réduit sa population, qui humilie sa population et qui l'oblige à constituer un dossier pour acheter un pneu. Pourquoi? Parce qu'il n'autorise pas l'importation des pneus, parce qu'il a confié tout le marché, encore une fois, à un seul producteur, parce qu'il n'a pas, il n'a pas eu parce il n'a pas réussi à attirer des investisseurs étrangers qui doivent investir dans la fabrication de pneus, et parce qu'il réfléchit de manière totalement tordue. Il dit que voilà, on n'a pas il y a qu'un seul, il faut qu'il y ait qu'une seule société qui fabrique des pneus en Algérie et personne n'a le droit d'en importer. Et voilà, demain, tu roules avec ta voiture, tu as un pneu qui est crevé ou tu as un pneu qui est en mauvais état, tu peux provoquer un carnage, tu peux provoquer un grave accident de la route, et voilà. Et voilà. Juste parce qu'il y a un régime pour économiser ses devises, parce qu'il veut utiliser ces devises pour acheter des armes pour lui, pour acheter des voitures de luxe pour lui,
pour ouvrir de nouvelles villas, voilà, pour acheter une belle villa à Los Angeles, à San Francisco, et faire un consulat d'Algérie à San Francisco, dont on ne sait même pas à quoi il va servir, ni s'il va vraiment ramener un plus, ou il va représenter une valeur ajoutée pour la diplomatie algérienne. Ah là, on n'économise pas les devises. Mais pour permettre à la population algérienne d'acheter un produit ordinaire qui est un pneu, ah là, il faut économiser les devises. Ce mépris dans la gouvernance du pays, pour moi, il est inacceptable. Donc le régime Tebboune, il est critiquable. Et critiquer le régime Tebboune, justement, pour défendre l'Algérie. Si certains sont satisfaits de la situation actuelle du pays, vivre au rythme vivre au rythme des pénuries, euh, subir l'appauvrissement. Depuis l'arrivée du régime Tebboune, le dinar algérien a perdu presque entre 30, plus de 30%, presque 40% de sa valeur. Et les problèmes, j'en passe. L'inflation galopante, le sous-développement, l'isolement diplomatique, le simple produit qui était un produit abordable de large consommation est devenu un luxe inaccessible, la misère sociale, la toxicomanie, la délinquance, comment ils sont pris une ampleur dramatique. Je crois que les Algériens et les Algériens ne sont pas idiots, ils savent très bien faire la différence entre un simple zélateur aveugle qui profite du régime Tebboune et un véritable patriote qui défend son pays et qui dit la vérité et qui raconte des vérités qui soient gênantes. Alors, Mehdi, des nouvelles sur la visite du pape. Oui, absolument, le pape va venir donc le 13. C'est un événement historique. Vous avez bien vu que la ville de Annaba qui doit l'accueillir, elle est en train de vivre une crise de pénurie de l'eau potable très dangereuse, mais vraiment très dangereuse. L'eau potable manque cruellement à Annaba. On a appris que, voilà, dans certains quartiers, l'eau courante est revenue le mercredi dernier. Ensuite, il y a eu de l'eau aussi vendredi. Voilà, il y a de l'eau chaque 3 jours, 4 jours. Et on nous dit il faut défendre le régime Tebboune. Vous imaginez, dans une ville stratégique comme Annaba, qui va accueillir le pape, il y avait à peine on n'a même pas trouvé de l'eau pour nettoyer les rues. L'eau était absente dans les robinets pendant 10 jours. Il y avait l'épisode de Schleff, qui a vécu une grande crise d'eau potable. C'était vers la fin de l'année 2024. Il y a l'année 2025. Ensuite, il y a eu Annaba. Le pape, sa visite est une bénédiction pour l'Algérie. Mais cette visite, elle doit absolument être instrumentalisée, utilisée pour exercer des pressions sur Abdelmajid Tebboune. Emmanuel Macron, il a vu le pape hier. C'est quand même bizarre que la rencontre entre Emmanuel Macron et le président français, on sait que le pape il joue un rôle d'intermédiaire et de médiateur entre la Paris et Alger, notamment pour la libération de Christophe Glaise. Visiblement, il y a des informations qui affirment que juste après la visite du pape, peut-être même pendant le séjour du pape à Alger, il est possible que Christophe Glaise soit libéré et qu'on lui permette de quitter le pays pour qu'il rejoigne, retrouve sa famille, retrouve sa liberté. Donc, le pape, oui, Mehdi, le pape ne va rien ramener avec lui. Ce qu'il va ramener avec lui, le pape, d'abord son autorité, son influence, son prestige et sa crédibilité et son histoire et son histoire. Le pape est un personnage historique, est un personnage politique influent, prestigieux, crédible. Quand il va venir en Algérie, il va permettre à l'Algérie de bénéficier d'une grande exposition médiatique, d'une grande exposition diplomatique. Ça fait tous les projecteurs seront braqués sur l'Algérie et l'Algérie va devenir quand même. Ça va permettre à l'Algérie de sortir de son isolement. L'Algérie sortira de son isolement, puisque l'Algérie, elle a été l'un des rares pays, l'un des rares importants pays africains et arabes qui n'ont jamais été visités par un pape. Ça permettra à l'Algérie de dévoiler au monde entier son histoire millénaire, parce que l'Algérie n'est pas que musulmane et arabe. Elle est berbère, elle était aussi chrétienne. Nous avons un héritage culturel chrétien important. Nous avons des belles basiliques, basilique Saint-Augustin, la basilique Notre-Dame d'Afrique, Santa Cruz à Hollande. Cet héritage culturel peut être aussi une arme économique. Ça peut servir de tremplin pour le tourisme en Algérie.
Ça peut attirer des touristes, ça peut attirer des millions de touristes. Donc ça peut drainer des touristes. Un pays qui a une grande diversité culturelle, il attire l'autre, il suscite la sympathie. Il y a un véritable tourisme qui peut se développer autour de l'histoire chrétienne du pays. Un pays qui est tolérant, c'est un pays qui est respecté, c'est un pays qui attire, y compris des investisseurs étrangers, pas uniquement de simples touristes. L'Algérie a tout à gagner à devenir un carrefour culturel. L'Algérie est un carrefour par son essence, par son histoire. Par définition, l'Algérie est un carrefour culturel et civilisationnel. N'oublions pas que nous sommes le plus grand pays d'Afrique, l'un des plus grands pays, le plus grand pays du bassin méditerranéen, que nous avons connu des civilisations entières, les Phéniciens, les Byzantins, avant l'arrivée de la civilisation islamique et musulmane, etc., des Arabes, que nous avons connu la colonisation française, la présence turque, tout ça, cette diversité est une force pour l'Algérie. Le pape, il va permettre à l'Algérie de se réconcilier avec sa profondeur historique. Et puis, le pape va rappeler à l'Algérie aussi un devoir. Il y a des millions d'Algériennes et d'Algériens qui peuvent prier dans les pays chrétiens, qui ont des mosquées dans les pays chrétiens. Les Algériens de France, ils ont des mosquées, ils ont des associations, ils ont des lieux de culte, et ils vivent leur religion. Ils peuvent accéder à des lieux de culte, ils peuvent vivre leur foi. Et, bon, le pape va rappeler à l'Algérie, ce serait bien que les chrétiens en Algérie puissent avoir leurs églises, vivre leur foi, tranquillement, ne soient pas persécutés, soit toléré. La loi en Algérie, elle est très dure. Si un chrétien en Algérie ferait ce qu'un musulman algérien fait en France, c'est-à-dire il parle de sa foi librement, il parle de sa religion, il parle de ses droits ou il essaie de véhiculer une belle image de sa foi, de sa religion, il pourrait être accusé de prosélytisme, il va rentrer en prison. Donc, l'Algérie, elle a un devoir vis-à-vis. Comme les Algériens et les Algériens vivent ou profitent d'une certaine liberté religieuse dans les pays qui les accueillent, il faudrait qu'ils acceptent que dans leur pays, il y a aussi des étrangers, il y a même des Algériens qui sont chrétiens, qui doivent être protégés, qui doivent être promus. Alors, Mehdi sur TikTok me dit quelle est la contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie. Le Vatican, c'est un État minuscule, c'est le plus petit État du monde, mais c'est une grande force diplomatique. Le Vatican ne marchande pas. Le Vatican, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander la protection des lieux chrétiens, la protection de la communauté chrétienne, qu'on laisse les chrétiens d'Algérie vivre en paix et travailler davantage et avoir des rapports apaisés avec les autorités. Le Vatican, le pape, est généralement un bon médiateur dans les conflits internationaux. Le pape peut jouer un rôle important dans les relations entre l'Algérie et la France. Le pape peut permettre à l'Algérie et à la France de se réconcilier, ou il peut être un interlocuteur qui permettra à l'Algérie et à la France de trouver un compromis diplomatique et géopolitique. Ça, il le peut. Il a l'influence, les réseaux et l'autorité nécessaires. Le pape est un bon médiateur. Voilà ce que peut faire le pape. Voilà ce que le pape peut faire. Est-ce que le pape peut, le pape, oui, le pape, bon, avec le Maroc, ça va être très difficile pour le pape de faire le médiateur. Avec le Maroc, nous sommes censés avoir l'organisation de la conférence islamique, nous sommes censés avoir la Ligue arabe, il y a l'Union africaine, mais le pape peut aussi contribuer à travers un message, à influencer les dirigeants algériens. Le Vatican, bah, Saint-Égidio à Rome, Saint-Égidio, c'est les années 90. Quelque part, l'Église catholique, elle a essayé de jouer un rôle important pour éviter que la décennie noire n'aboutisse ou ne dégénère, ou n'aboutisse à des crimes de masse ou à une tragédie nationale. Donc l'Église catholique, elle a son poids diplomatique. Elle a son influence. Moi, pour moi, cette visite, j'espère qu'elle va bien se dérouler. J'espère qu'il n'y aura pas de couacs au niveau de l'organisation. J'espère qu'Annaba se fera toute belle, parce qu'Annaba souffre de la précarité. Enfin, un grand événement international à Annaba. L'arrivée, le pape est un événement international.
C'est un événement qui sera médiatisé dans toute la planète. Il y aura les médias du monde entier qui vont parler de lui. Il y aura des journalistes étrangers qui vont l'accompagner. Les images de la visite du pape en Algérie, à Annaba et à Alger, elles vont faire le tour du monde. Donc c'est un incroyable, un inédit moyen pour l'Algérie d'assurer sa promotion. Donc on peut pas dire que on peut pas dire que le pape n'est pas. On peut pas dire que c'est pas une visite ordinaire. J'espère qu'elle va bien se passer, qu'on va éviter le couac, parce qu'on sera ausculté. La moindre dérive ou le moindre ratage va être contre-productif pour la. C'est pas le grand. Il faut pas faire comme le grand influenceur au monde avec le Speak ou l'américain qui est venu à Alger. On l'a emmené au stade de 5 juillet avec des supporters déchaînés, violents, vulgaires et agressifs. Il faut éviter ce genre d'image, par exemple. Parce qu'un tel ratage, mais vraiment, un tel ratage peut coûter très cher à l'image de l'Algérie. Peut vraiment coûter très cher. Ouais, Speed, voilà, Speed. Speed et Joe Speed. Merci, Corsair. Il faut pas rééditer les mêmes problèmes. Il faut que l'organisation soit parfaite. Il y a aussi bon, côté sécurité, voilà, j'ai pas peur, hein. Le régime algérien, c'est une sécuritocratie puissante et elle est vraiment forte. Là-dessus, je ne crains rien. Il n'y aura pas d'attentat ou de menace partie contre le pape. Mais voilà, mais il ne faut pas étouffer le pape. Il faut qu'il arrive à dialoguer avec la population algérienne. Il faut qu'il découvre le cœur battant de l'Algérie, qui est son peuple. Il faut qu'il se frotte aux Algériens et aux Algériens. Moi, j'aurais aimé que le pape va à la Casbah, comme c'était le chef de la diplomatie espagnole quand il est parti voir la Casbah. Les échanges avec la population. Parce que le monde ne connaît pas l'Algérie. Vous savez que l'Algérie est un pays totalement méconnu. Le monde ne connaît pas. Et les Algériens, c'est un peuple qui est complètement méconnu. Alors, on fait l'objet de plusieurs fantasmes. Certains nous considèrent comme des terroristes, d'autres nous considèrent comme des frustrés, d'autres nous considèrent comme tous des futurs haragas, d'autres disent qu'on est tous arabes, ils connaissent pas notre histoire. L'Algérie est un pays qui fait l'objet, qui bombarde, qui est vraiment assailli de préjugés. Un pays assailli de préjugés. Il n'y a que des préjugés sur l'Algérie et son image, mais vraiment que des préjugés. C'est le moment de révéler l'Algérie au grand monde entier. Le pape, c'est une star planétaire. C'est le moment de faire connaître qu'en Algérie, il y a un peuple, il y a une diversité ethnique, il y a une diversité religieuse, il y a des paysages, il y a une histoire. C'est un pays intéressant, c'est un pays qu'on doit aimer, qu'on peut fréquenter. On a un déficit au niveau de l'image de notre pays, un grand déficit. On manque de crédibilité, on manque on n'attire pas les étrangers, ni les touristes, ni les investisseurs parce qu'on est un pays qui rassure pas. On est un pays qui n'inspire pas la confiance. Pourquoi? Parce qu'on est un pays isolé. Longtemps, d'abord l'image de la décennie noire, très peu d'événements internationaux en Algérie, très peu de réalisations positives. On est malheureusement, à chaque fois qu'on parle de l'Algérie, c'est con. Pour des problèmes de sécurité, de terrorisme, pour des problèmes de gestion des flux migratoires, pour des problèmes de rapatriement, d'expulsion de migrants au profit dangereux, pour des problèmes de politique, d'instabilité politique interne. Il est temps qu'on parle de l'Algérie autrement. Voilà, on essaie de nous signaler à Jmaat el Khair sur TikTok. Voilà, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Je vous remercie de nous avoir été avec nous. On va essayer de faire de. Je ne sais pas si l'horaire vous a convenu. C'était un peu compliqué de mobiliser du monde aujourd'hui. On a voulu vraiment tester l'horaire du 20 h, le JT du 20 h. On a voulu vraiment tester ça. Ça n'a peut-être pas trop réussi. 22 h, 23 h, ça nous a paru un peu compliqué. Bon, c'est pas grave, nous avons expérimenté un nouvel horaire. Ça a été quand même très agréable de discuter avec vous, même quand vous n'êtes pas très nombreux et nombreux. C'est pas ça le problème. C'est pas les clics, c'est pas les clics qui déterminent la valeur des diffusions. Ce ne sont pas le nombre de vues, etc. On n'est pas dans une logique quantitative. Nous sommes dans une logique
qualitative. Même lorsque vous êtes quelques dizaines de personnes, c'est important pour nous de vous parler, d'échanger avec vous, de vous expliquer notre travail, de nous soumettre à vos critiques, à vos propositions et à vos suggestions. C'est grâce à vous que nous évoluons quotidiennement dans notre travail. C'est grâce à vous que nous sommes motivés chaque matin et soir pour mener nos enquêtes, pour mener notre travail, pour réaliser nos émissions, pour préparer, pour obtenir nos informations, pour les recouper, etc. C'est parce que vous existez, c'est parce que vous nous attendez, c'est parce que vous nous encouragez, c'est parce que vous interagissez avec nous. Donc c'est l'occasion pour moi de vous dire merci, un grand, grand merci. Et à la prochaine pour un autre live, pour un autre moment d'échange. Je suis désolé si j'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Et je suis désolé si l'horaire ne vous a pas convenu. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Ah voilà, khair.